Donc aujourd'hui, ce qu'on a, c'est en THS, en traitement hormonal substitutif, il y a des gros avantages à ce protocole. Pourquoi? C'est celui qui est utilisé le plus fréquemment parce que, bon, on vous l'a dit, il peut éviter pour les équipes de travailler les week-ends si elles le veulent pour ces transferts-là. Ça permet donc de lisser l'activité, ça permet de lisser aussi et de planifier, d'individualiser pour la patiente, de choisir le jour à peu près qui peut lui convenir pour le transfert. Il n'y a pas de stimulation ovarienne, donc ça peut être intéressant chez certaines patientes où on ne veut pas qu'elles aient trop d'apport hormonal. Et puis, c'est la seule possibilité quand on est en don d'ovocytes chez des femmes qui n'ont plus d'ovulation, chez des femmes qui sont ménopausées précocement. Alors après, il y a des inconvénients, bien sûr, hein, puisque c'est des traitements qui vont devoir être continués tout au long de la grossesse jusqu'au 3e mois, donc c'est quand même beaucoup plus lourd pour la patiente en termes de prise médicamenteuse. Et il y a des risques thromboemboliques qui sont pas négligeables quand on prend ce type de traitement. Donc clairement, c'est aujourd'hui ce qui est le plus communément utilisé, mais c'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure, il y a plus de fausses couches avec ces traitements-là. Il y a plus de fausses couches que quand on prépare un endomètre sur un cycle naturel ou sur un cycle stimulé. Alors, par ailleurs, la stimulation peut donner, certes, un petit peu plus une préparation endométriale avec stimulation peut donner plus de taux de grossesse avec en plus moins de risques vasculaires. Alors, déjà, on va régler assez rapidement l'histoire des protocoles en THS quand il y a une désensibilisation avec un agoniste de la GnRH. Donc, c'est des super modèles pour utiliser, pour étudier les voies d'administration et les types de produits, puisque l'hypophyse est désensibilisée, vous n'êtes pas parasité par les sécrétions endogènes de la patiente. Donc, c'est des très bons modèles d'études. Mais en pratique, clairement, ils n'ont pas d'intérêt. Ils n'ont pas d'intérêt quand on prend, en gros, en tout venant, ça n'apporte rien de mettre une désensibilisation par agoniste de la GnRH avant un transfert, une préparation endométriale par traitement hormonal substitutif en vue d'un transfert d'embryon congelé. Donc ça, globalement, pas très intéressant. Juste un mot quand même sur les oestrogènes. En général, on les démarre au premier jour pour éviter d'avoir une montée de FSH qui se fasse, la montée intercycle de FSH. Et puis, il faut la donner, on va dire, jusqu'au à peu près, on va dire pas plus de 28 jours avant d'administrer la progestérone. Ça peut se donner par voie vaginale ou orale, peu importe. Venons-en à la progestérone. Donc la progestérone, vous savez, il y a différents moyens de l'administrer. Et c'est là qu'on va commencer à rentrer un peu dans toutes les problématiques. Il y a deux grandes problématiques avec la progestérone. C'est comment je la dose, parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs d'un labo à l'autre. Et donc quand vous la dosez, il faut savoir comment est-ce que votre labo dose sa progestérone. Et ça, c'est hyper important, parce que votre propre réflexion, vous ne pourrez vous la faire qu'à partir de votre labo. Ce n'est pas parce que vous allez voir des seuils dans la littérature que ces seuils applicables dans tel endroit, parce que l'étude a été faite là, seront applicables à ce que vous faites vous avec votre labo. Donc il faut que vous ayez une idée de vos seuils et des labos avec lesquels vous travaillez. Ça, c'est hyper important. La deuxième problématique, c'est une problématique de voies d'administration et d'effets en fonction des différentes voies d'administration, puisque ce n'est pas du tout la même chose que de prendre de la progestérone par voie orale, que de la mettre par voie vaginale, où on évite l'effet où on a un effet de premier passage utérin, et ou par voie injectable, que ce soit une progestérone huileuse, sous forme huileuse, ou une progestérone sous forme aqueuse, puisque ce n'est pas non plus la même pharmacocinétique, même si elles sont administrées par voie intramusculaire pour la forme huileuse, par voie sous-cutanée pour la forme aqueuse. Et il vient en plus de tout ça la dihydrogestérone, qui est une forme de progestérone par voie orale. Donc on sait qu'il y a des énormes variations, et tout ce que vous allez faire va vous donner tout ce que vous allez pouvoir administrer, la manière dont vous allez l'administrer, que ce soit dans le temps ou en fonction de la voie d'administration, va avoir des modifications sur vos taux de progestérone circulants et vos taux de progestérone endo-utérin. Juste à titre d'exemple, quand on a l'effet de premier passage utérin, quand on est par voie vaginale, eh bien, les concentrations sériques sont beaucoup moins importantes. En revanche, les concentrations utérines sont largement supérieures à ce qu'il peut y avoir comparativement à une voie orale. Il y a pas mal d'études qui se sont intéressées, qu'elles soient prospectives ou rétrospectives, avec des résultats qui sont assez discordants. Est-ce qu'une progestérone IM
est plus efficace qu'une progestérone vaginale. Certains disent que oui, d'autres disent que non. Est-ce que c'est la sous-cute qui est mieux que le vaginal ou non? Certains disent que oui, certains disent que non. Globalement, aujourd'hui, je pense que toutes ces études-là, il y en a beaucoup qui sont à mettre un peu à la poubelle parce que, encore une fois, on doit raisonner différemment. Parce qu'on va parler de la rescue et que toutes ces études ne s'intéressaient pas du tout à la problématique de l'absorption de la progestérone. Et quand on regarde un petit peu cette étude de Kate Devine en 2021 qui s'était intéressée à comparer 3 bras avec de la progestérone IM en soutien donc, de la phase lutéale sur un TEC-THS avec une préparation par THS, progestérone IM, progestérone vaginale plus IM ou progestérone vaginale seule, ils ont arrêté l'étude. Le bras dans lequel il y avait la vaginale seule a été arrêté parce que les taux de fausses couches étaient dramatiques. Donc en fait, on sait que la voie vaginale, qui est aujourd'hui encore la plus communément usitée, et celle qui était utilisée dans beaucoup d'études quand on comparait IM, vaginale, etc., n'est pas la bonne parce que les taux d'absorption de la progestérone vaginale fluctuent d'une femme à l'autre et donc ne sont pas du tout les mêmes et ne donnent pas la même efficacité d'une femme à l'autre. Et il y a au moins un tiers des patientes chez qui l'absorption par voie vaginale ne se fait pas bien. Donc les taux que vous pensez être bons en intra-utérin ne sont pas les bons. Donc il ne peut pas y avoir aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire confiance qu'à la vaginale seule pour la majorité, ou en tout cas pour au minimum un tiers des femmes que vous allez traiter. Ce qui est sûr aussi, c'est que quand vous augmentez votre dose d'administration de progestérone, vous allez faire monter les taux sériques, mais pas du tout de manière proportionnelle. Donc ça ne va pas suivre exactement ce que vous allez faire. En tout cas, si on administre de la progestérone, vous voyez quand on est par voie vaginale à gauche versus ce qu'on peut avoir par différentes autres voies avec des prises vraiment régulières, bon, globalement, je vais vous la faire courte, il faut prendre de la progestérone régulièrement. On ne peut pas faire, si on la fait par voie vaginale, il faut plusieurs prises par jour. Une seule va vous donner des fluctuations trop importantes. Ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est une étude qu'on avait fait à Bondy dans le service où on montrait qu'en fait, on avait un tiers des femmes qui avaient des taux de progestérone dans série qui étaient en dessous de 10 nanogrammes par ml 2 jours après l'administration de progestérone. Là où elle devrait être largement au-dessus de 10, on était en dessous chez un tiers des femmes, ce qui est énorme, hein, énorme. Ce qui est certain, c'est que quand on a une progestérone trop basse, eh bien, on a une diminution des taux de grossesse clinique, on a une diminution des taux de naissance et on a une augmentation des taux de fausses couches, donc de perte embryonnaire. Donc ça, c'est hyper important parce que, et c'est très spécifique à la préparation endométriale par THS. On n'a pas ça en cycle naturel, on n'a pas ça en cycle stimulé. Globalement, qu'est-ce qu'il faut comme taux? On va dire quand on mesure, alors on peut mesurer, les études sont intéressées à la mesure des taux de progestérone sérique dans la période qui encadre le transfert. Ça peut être le jour du transfert, le matin même, ça peut être la veille, ça peut être 2 jours avant. Donc ça, il y a des petites variations en fonction des études. En tout cas, quand on regarde au jour du transfert les taux qu'il faut avoir, vous voyez qu'il faut toujours être globalement, alors encore une fois, ça dépend des labos, mais on va dire entre 9, 10, 11, 12, on est sûrement dans les taux qu'il faut avoir le jour du transfert. Et si on le regarde aussi au jour du taux de grossesse, eh bien, il faut aussi être aux alentours entre 9 et 15 nanogrammes par ml, avec sans doute un effet qui serait peut-être délétère si on est au-delà de 30 nanogrammes par ml. Donc il faut être aussi vigilant pour ça. Le but n'est pas de mettre des doses de cheval de progestérone pour essayer de la faire monter au maximum. Il y a sans doute un effet délétère à avoir une progestérone trop élevée. Le truc, c'est que la progestérone que vous allez prendre, elle va varier, certains facteurs vont la faire varier. Le BMI, plus les femmes sont en surpoids, plus ça amoindrit la progestérone dosée au niveau sérique. Et de la même manière, les patientes qui prennent de la progestérone par voie vaginale, s'il y a des rapports sexuels, ça fait baisser l'absorption également. Dernière chose sur les histoires de progestérone, on a aujourd'hui la forme aqueuse et la forme huileuse. La forme huileuse est très utilisée aux États-Unis. Ils l'ont sous forme quotidienne IM. Nous, on ne l'a pas. La majorité des pays en Europe, d'ailleurs, ne l'ont pas. C'est en revanche une progestérone aqueuse sous-cutanée qui est proposée avec une injection ou 2 injections quotidiennes qui a une pharmacocinétique un tout petit peu différente,
Mais en tout cas, il faut la donner au minimum 1 fois par jour, et à mon avis, peut-être même 2 fois par jour quand on regarde un peu la pharmacocinétique, puisqu'on voit que ça va avoir tendance à diminuer. Alors, quand on utilise aussi cette progestérone et qu'on n'utilise pas de la vaginale, qu'on utilise simplement de la progestérone sous-cutanée pour les transferts d'embryons congelés, de la même manière, le taux de progestérone est important. Et ils peuvent fluctuer lui aussi en fonction des patientes, notamment s'il y a du surpoids ou des choses comme ça. Et donc, il va falloir les adapter de la même manière que ce qu'on avait avec la progestérone par voie vaginale, avec globalement les mêmes seuils de progestérone qu'il faut avoir. Il faut être aux alentours entre 9 et 12 nanogrammes par ml. Alors, dernière chose, on switch de progestérone, on prend de la progestérone sous forme orale. Ce n'est pas de la progestérone, c'est de la dihydrogestérone et elle n'est pas dosable. Elle n'est pas dosable et ça a son importance. Alors, on commence à y avoir des dosages qui commencent à travailler, des techniques qui sont en train de se mettre au point pour doser la dihydrogestérone. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas adapter vos seuils de progestérone. Si vous donnez de la dihydrogestérone, que vous en donniez en plus de la vaginale ou pas, ou seul, eh bien, vous ne pourrez pas vous fier à vos dosages de progestérone. Ça, c'est quand même hyper important, il faut le savoir. Pour les quelques équipes qui ont commencé à regarder et qui commencent à faire des dosages, eh bien, il faut sans doute mieux une prise 3 fois par jour de dihydrogestérone pour avoir des taux relativement stables, dont on ne sait pas exactement lesquels ils doivent être. Mais aujourd'hui, la dihydrogestérone doit être prise 3 fois par jour. Dans tous les cas, quelles que soient les modalités d'administration, on sait qu'il va falloir en mettre pour beaucoup de femmes parce qu'il y a une déficience chez la majorité des femmes qui prennent de la progestérone vaginale. Dès lors qu'elle est un peu basse, et c'est 1/3 des femmes, je vous le rappelle, eh bien, on va se retrouver avec une diminution des taux de grossesse. Donc, comment on peut faire? Il faut l'augmenter. Alors, on a plusieurs stratégies. Soit on va en donner en complément. On va faire ce qu'on appelle de la rescue. Et donc ça, c'est l'étude d'Anna Labarta, notamment entre autres. Je vais vous en dire 2 mots après. Soit on décale éventuellement le transfert. On peut dire, OK, je continue à donner la même administration. J'étais à 8 ou 7 nanogrammes par ml. Je donne un jour de plus et peut-être que ça va monter. Et on va décaler d'un jour le transfert. Ça, c'est l'étude qu'on avait faite à Bondy, où en fait, on s'aperçoit qu'une fois qu'on décale, en décalant le transfert de 24-48 heures, eh bien, on peut faire monter les taux de progestérone vont continuer à monter et vont nous amener sans doute dans la bonne fenêtre. Et en décalant le transfert, on arrive à revenir à des taux de grossesse et des taux de fausse couche qui sont similaires à ceux des femmes qui sont dans la période, dans la phase optimale, c'est-à-dire avec une progestérone telle qu'on l'attend au moment où on doit la mesurer. Donc, ce n'est pas une rescue à proprement parler, c'est juste un décalage sans changer la voie d'administration ni changer le type de progestérone administré qui permet, si la progestérone revient dans la norme qu'on s'est fixée, de rattraper les taux de fausse couche. Le plus communément fait, c'est la rescue. La rescue, c'est l'administration d'un autre type de progestérone. Donc, Anna Labarta sort ça en 2021. Les patientes qui ont un seuil inférieur à 9,2, si on leur rajoute une progestérone sous-cutanée 1 fois par jour, eh bien on rattrape et on arrête de perdre des grossesses et on réduit le taux de fausse couche en TEC-THS. Même conclusion pour l'étude d'Alvarez qui sort quasiment en même temps avec du DPIA. Donc là, c'est des embryons euploïdes contrairement à l'étude d'Anna Labarta. Et de la même manière, on arrive à faire de la rescue avec de la progestérone par voie sous-cutanée. Donc, dès lors qu'on est en dessous d'un seuil, là, le seuil chez eux était à 10,6 nanogrammes, qui était dosé la veille du transfert présumé. Eh bien, les femmes qui étaient sous ce seuil, si on leur mettait 25 mg de progestérone sous-cutanée, eh bien, on arrivait à rattraper les taux de fausse couche. Dernière étude aussi, cette fois sans DPIA, pareil, TEC-THS, avec soit de la progestérone vaginale en gel, à un cut-off cette fois à 8,75, et de la même manière, on arrivait à rattraper avec de la progestérone sous-cutanée, à faire de la rescue et à ramener les taux de fausse couche là où ils auraient dû être, là où ils sont censés être quand on est à des taux optimum de progestérone le jour du transfert. Si on regarde un petit peu ce travail aussi qui avait été publié en 2021, cette fois qui s'intéressait à une progestérone
de type IM, et bien de la même manière, on arrive aussi à rattraper de la même façon. On rattrape aussi des grossesses, que ce soit en IM ou que ce soit en sous-cutané. L'administration d'une autre voie d'administration de la progestérone permet de faire de la rescue. Il y a un autre moyen de faire de la rescue, c'est avec la dihydrogestérone. Alors je vous ai dit, 3 fois par jour, si on s'en réfère à la pharmacocinétique, eh bien, on arrive à avoir les mêmes résultats et à avoir de la rescue dans la plupart des études. Donc nous, on en avait fait une qui avait permis de démontrer ces résultats. Donc mettre en systématique, puisque c'est ce qu'on fait maintenant, on a arrêté de s'embêter à doser la progestérone, puisqu'on avait arrêté au moment du Covid. Au moment du Covid, on ne pouvait pas faire venir les patientes à l'hôpital régulièrement. Donc on s'est dit, on avait commencé à montrer que la dihydrogestérone en rescue marchait. On s'est dit, on va le mettre à toutes les femmes. Au moins, on rattrapera le tiers des patientes chez qui il n'y a pas assez. Peut-être que ce n'est pas encore optimal parce que ça devient de la médecine globale et plus individualisée. Et ce n'est peut-être pas optimal. Il y a peut-être des patientes qui sont surdosées en progestérone, mais la dihydrogestérone, je vous rappelle, ne se dose pas. C'est peut-être pas la bonne stratégie non plus, mais en tout cas, on avait montré que la rescue par la dihydrogestérone marchait plutôt bien, et donc on s'est mis à la mettre en systématique avec une récupération des taux de grossesse. Vuong montre exactement la même chose que ce qu'on avait eu, avec plus 5% de naissance à la fin quand on fait de la rescue ou de la rescue ou pas de rescue, qu'on met du systématique avec de la dihydrogestérone. Et il n'y a qu'une étude qui montre que la rescue, et c'est la seule aujourd'hui, elle est sortie il n'y a pas longtemps, qui montre que la rescue par dihydrogestérone ne marche pas. Alors, il n'y en a qu'une, elle n'est pas parfaite, elle est rétrospective, mais elle a le mérite d'exister et de nous faire nous questionner encore. Parce qu'il y a plein de questions encore autour de cette progestérone. Sans doute qu'il faut faire de la rescue pour plein de femmes. La voie sous-cutanée a l'air de marcher plutôt bien. La dihydrogestérone, dans beaucoup d'équipes, marche plutôt bien. Dans les mains de cette équipe, ne marche pas. Mais en tout cas, clairement, il y a une place pour cette rescue. Et l'histoire est globalement assez claire sur l'importance de cette rescue. C'est la méta-analyse qui vient de sortir. Elle est sortie là, publiée cette année dans Fertile Stérile, qui vous montre qu'à partir du moment où on fait de la rescue, quand on a besoin, en poulant toutes les études bien conduites sur des valeurs différentes de taux de progestérone, on augmente en général, que ce soit avec de la dihydrogestérone ou de la progestérone sous-cutanée ou de l'IM, eh bien on augmente les taux de grossesse et on diminue les taux de fausses couches et on augmente les taux de naissance. Donc clairement, la rescue, elle a tout à fait sa place dans les TEC THS. Il n'y a pas de doute et il n'y a plus de doute aujourd'hui. Alors, juste pour finir, pour pas éclater le temps, je voudrais juste aller vous redire que la progestérone, elle a un rôle pivot dans l'implantation, vous le savez, avec la maturation endométriale, avec la relaxation du myomètre et par ses effets immunosuppresseurs, et c'est ce que Khaled a dit tout à l'heure par rapport au test, j'en dirai juste un mot après. En tout cas, il y a plein de questions. Il faut individualiser sûrement mieux encore que ce qu'on fait aujourd'hui ce traitement de phase lutéale dans les cycles de transfert d'embryons congelés. On a déjà fait un gros pas en avant en réduisant le taux de fausses couches, mais il faut sans doute encore l'individualiser un peu mieux et il y a beaucoup de voies de recherche qui existent. Aujourd'hui, on sait, on replace, et on vous l'a dit tout à l'heure, il y a un peu des guidelines sur la manière de replacer les embryons congelés. On sait que si on arrive un jour après, c'est pas bon. Si on arrive un jour en retard, c'est pas bon. Donc il faut être vraiment bien sur la fenêtre. Encore faut-il identifier correctement la fenêtre. Ce qui est certain, c'est que les ERA-tests, les WIN-tests, tous ces tests ne servent à rien. C'est des années de recherche, c'est tout ce qu'on veut, mais pour rien du tout. C'est très clair, étude du JAMA de fin d'année dernière, des embryons euploïdes, enfin l'étude parfaite, quoi. Vraiment ce qu'on attendait depuis des années. Ça ne marche pas. Donc vous pouvez ajuster, on vous dit 176 heures, 177 heures, 86 heures, c'est des conneries, ça ne marche pas. Donc ça, on oublie. Les tests immunologiques, Khaled en a parlé, peut-être que ça a un intérêt. Je dis bien peut-être parce qu'aujourd'hui, pour moi, c'est la même chose. Il n'y a pas de place aujourd'hui, c'est des études. Et on va trop vite, Aujourd'hui, ces tests-là, comme les ERA-tests en son temps, comme le WIN-test en son temps, ils viennent soulager, ils viennent pour une demande, la demande des patientes. C'est souvent des patientes qui sont en échec répété, le médecin ne sait pas quoi faire,
Donc, comme il ne sait pas quoi faire et comme il n'a pas envie que sa patiente lui dise bah, « t'as pas tout fait pour moi, j'ai lu sur Internet qu'il y avait WinTest, TerraTest, MatriceLab, machin comme ça », ça existe. Oui, mais sauf que aujourd'hui, c'est de la com et ça a été de la com pendant des années. TerraTest, WinTest, c'est pareil avec MatriceLab. Il n'y a pas une donnée correcte aujourd'hui qui dise qu'il y a un intérêt pour ces tests-là. Il y a zéro. Donc aujourd'hui, focalisons-nous déjà sur la progestérone. Trouvons un moyen, on a déjà trouvé avec la Rescue qu'on gagnait quand même un certain nombre de points sur ces fausses couches, mais n'allons pas trop vite à prescrire à tour de bras parce que nous-mêmes, on ne sait pas quoi faire et qu'on a peur éventuellement de perdre des patientes si on ne leur donne pas des tests, mais ces tests n'ont rien montré. Donc, à part essayer de traiter psychologiquement le médecin et la patiente, ils ne servent à rien. Je vous remercie. Merci, Mickaël.